Bonjour, nous parlons souvent des progrès des processeurs quantiques, permettant des vitesses d'exécution des algorithmes toujours plus grandes. Pendant ce temps, les humains utilisent toujours leur cerveau, cet organe qui n'a pas tellement évolué depuis des milliers d'années. Pourtant, figurez-vous qu'aujourd'hui, en 2098, le fonctionnement du cerveau reste toujours un mystère. Avec les intelligences artificielles et autres algorithmes, les chercheurs ont réussi à simuler artificiellement certains aspects de son fonctionnement, mais il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Il est assez fascinant d'imaginer tout ce que peut faire un organisme aussi compact, fruit d'un développement progressif. Les ingénieurs en charge de la conception des processeurs, c'est-à-dire des unités centrales de calcul des machines, ont essayé de miniaturiser les composants autant que possible, pour permettre des calculs plus rapides dans une taille réduite. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de Moore. Formulée en 1965, elle prédisait que le nombre de transistors dans un processeur, déterminant plus ou moins directement sa puissance de calcul, allait doubler tous les 18 mois. Elle s'est révélée vraie jusqu'en 2010, mais après cette date, les limites physiques de miniaturisation ont empêché une progression rapide jusqu'à l'arrêter complètement en 2025. Pourtant, même après tous ces progrès, il n'existait toujours pas de processeur pouvant rivaliser avec le cerveau humain. Et encore, là je vous parle de puissance de calcul, mais ce n'est pas le seul point fascinant du cerveau. En effet, il impressionne aussi par sa prodigieuse organisation de l'information, transmise d'un simple neurone à un autre. Rien que sur cet aspect, énormément de mécanismes ont pu être observés et imités afin de concevoir des machines capables d'apprendre par elles-mêmes. Attention, quand je dis apprendre, je ne dis pas que la machine va se mettre à développer des sentiments, comme la passion ou la haine, mais qu'elle va pouvoir se forger des représentations mentales efficaces afin d'accomplir une certaine tâche. C'était l'essentiel de la recherche en deep learning, aussi appelé réseau de neurones artificiels, dès 2006, lorsque les processeurs ont été suffisamment performants pour réaliser ces calculs. Il existe des tâches fastidieuses dont l'automatisation ancestrale a été vraiment bienvenue, comme par exemple reconnaître les codes postaux sur les courriers, les montants sur les chèques, les piétons sur la route, etc. Les humains ont été bien contents que les machines les accomplissent à leur place, et mieux qu'eux. Ça s'appelle le domaine de la vision artificielle, et ça s'est appliqué à de nombreux domaines. Par exemple, le succès actuel des voitures autonomes repose sur de tels algorithmes, capables de reconnaître les routes, les piétons et autres obstacles imprévus sans nécessiter de connaître le terrain à l'avance. Cela a aussi des applications médicales, telles que la première greffe d'œil bionique réussie en 2015. Pour accomplir ces tâches, les machines devaient être capables de généraliser à partir d'exemples. Ainsi, en présentant un millier de photos de chats à un algorithme, celui-ci finissait par être capable de reconnaître n'importe quel chat. À titre de comparaison, pour un bébé, quelques images suffisaient. C'est ainsi qu'en 2015, un célèbre réseau social a été capable de connaître le contenu de toutes les photos se trouvant sur sa plateforme. Il utilisait pour cela un algorithme capable de générer la description d'une photo, comme un humain avec un t-shirt noir qui joue de la guitare, un humain escaladant une montagne enneigée avec une pioche. Un tel algorithme a pu avoir à la fois des applications fascinantes et bénéfiques, comme aider les malvoyants en leur décrivant l'environnement. Attention, le feu est rouge. Mais aussi d'autres applications plus effrayantes et intrusives, comme la surveillance. En effet, il était désormais possible de décrire les activités de toutes les personnes présentes dans un bâtiment, sans nécessiter de vigiles regardant les caméras. Pour avoir une petite idée de comment les algorithmes de deep learning fonctionnent, voici un exemple minimaliste. On a en entrée une image en noir et blanc représentant une lettre, qui est soit un A, soit un B, et on souhaite entraîner la machine à distinguer les A des B. Chaque pixel de l'entrée participe avec un poids plus ou moins important à la reconnaissance de l'image, et à la sortie, on souhaite avoir une valeur d'autant plus positive que l'image ressemble à un A, d'autant plus négative que l'image semble être un B. Si l'algorithme se trompe, on le lui signale et il va corriger ses calculs en pénalisant les pixels qui l'ont induit en erreur. C'est ce qu'on appelle un réseau de neurones. Les neurones en entrée sont des pixels, le neurone de sortie donne son verdict. Il ne s'agit bien sûr pas de neurones biologiques, mais juste d'une manière d'organiser un calcul en transférant de l'information d'un neurone à l'autre, comme dans le cerveau. Pour des tâches plus complexes, il suffit d'ajouter des neurones au modèle de calcul et de donner plus d'exemples à l'algorithme pour qu'il calibre mieux ses poids et ait moins de risques de se tromper. Les chercheurs ont observé que les neurones s'organisaient naturellement en une hiérarchie de plusieurs couches, chacune s'occupant d'une partie du travail. Ainsi, pour une reconnaissance de photo, la première couche était capable de distinguer des informations de bas niveau, comme la couleur. La deuxième couche reconnaissait des contours, la couche suivante des motifs, et ainsi de suite. Cela fonctionne parce que le monde est compositionnel, c'est-à-dire que le visage d'un chat est fait entre autres d'yeux, qui sont eux-mêmes des cercles faciles à reconnaître, et de moustaches, elles-mêmes en forme de lignes faciles à identifier, et ainsi de suite. Tout cela permettait de faire de la reconnaissance d'images. Mais certains chercheurs se sont amusés à faire le processus inverse, c'est-à-dire prendre un réseau de neurones à l'envers et lui demander « dessine-moi un chat, dessine-moi un chiffre 8 ». Grâce à leur apprentissage, les algorithmes pouvaient, en plus de reconnaître des éléments, en générer d'autres similaires à ceux déjà connus. Ce processus est généralisé à la création de divers objets,
que ce soit des photos de fausses chambres d'hôtel, des peintures faites à la manière de Van Gogh ou bien des musiques composées à la manière de Mozart. Personne, à moins d'être un expert, ne pouvait faire la différence. D'ailleurs, Alan Turing, le père fondateur des ordinateurs, avait justement dit en 1950 qu'une machine pourrait être qualifiée d'intelligente à compter du moment où elle serait capable de berner un humain. En plus de nous imiter, les algorithmes se sont aussi amusés à nous battre dans la plupart des jeux. En 1997, ils ont battu le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. En 2016, grâce au deep learning, ils ont battu le champion du monde de Go, un jeu beaucoup plus difficile que les échecs, étant donné le nombre de coups possibles à chaque tour. Mais il faut bien distinguer ce qui est une prouesse scientifique d'un résultat qui brille. Il est plus difficile pour la machine de reconnaître un chat que de jouer à un jeu. En fait, l'apprentissage automatique se compose de 3 catégories, par ordre croissant de difficulté. La première catégorie, l'apprentissage par renforcement, fonctionne un peu comme la carotte et le bâton. Si l'algorithme s'améliore, il est récompensé, sinon il est pénalisé. C'est un processus d'apprentissage lent, mais qui convient bien pour les jeux de plateau comme le Go ou pour les jeux vidéo, car les algorithmes peuvent simuler autant de parties qu'ils le souhaitent pour s'entraîner. Une autre méthode, l'apprentissage supervisé, consiste à disposer d'exemples étiquetés, comme des photos décrites avec « ceci est un chat » ou bien « ceci est un piéton ». À partir de là, l'algorithme va chercher à être capable d'étiqueter des éléments inédits. C'est déjà plus difficile à faire en général, car il est coûteux de se procurer des milliers de photos de chats. Une troisième méthode, l'apprentissage non supervisé, consiste à être capable de faire des déductions à partir de notre observation du monde. Ainsi, certains chercheurs se sont intéressés à la prédiction de la météo, du crime ou des séquences d'un film. Cela consiste à partir de 10 images consécutives dans une scène à essayer de deviner l'image suivante. C'est très difficile, ne serait-ce que parce que l'écran d'un film n'est qu'une fenêtre sur une partie d'un univers. Il est possible qu'un tyrannosaure débarque à tout moment. Mais cela fonctionne bien pour des scènes sans éléments inattendus, lorsque quelqu'un marche ou s'apprête à ramasser un objet par exemple. Bref, les gouvernements ont été très intéressés par ces algorithmes et leur capacité de compréhension de l'environnement. Et à partir de 2020, la plupart des caméras de surveillance ont été équipées d'algorithmes pour décrire et prédire. Rien de tel pour reconnaître un départ de flamme ou bien des voleurs en train de braquer des banques, et ainsi déclencher des alertes aussi rapidement que possible. Soyez tranquilles, les algorithmes veillent sur vous, en permanence. Voilà, l'algorithme qui a généré cet épisode touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos de la géolocalisation et de la navigation. Fin de fichier.